Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Montaigne was a thug. Bon appétit à tous, vous êtes bien sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Vous écoutez Mountain Was a Thug, l'émission littéraire de littérature et de rap. Là où on voit que les bouquins ça fait saigner, là où on voit que les bouquins c'est du lourd. Et aujourd'hui on commence l'émission avec une spéciale dédicace à un beau gosse de la France, j'ai nommé Sergio Dasso, monsieur Serge Dasso. Car le 18 novembre, les amis, Serge Dasso a réussi à faire passer 53 millions d'euros en liquide en France. Bon non, là j'abuse un peu, en fait c'est depuis un certain moment, il fait passer du cash en France et finalement on s'est rendu compte qu'il avait réussi à faire passer 53 millions d'euros en cash, Sergio, donc un beau gosse, félicitations à lui, il nous en met toujours plus là où vous pensez et ça fait plaisir. Donc Sergio, en fait, pour résumer là, pas faire que le mec qui dit n'importe quoi, Sergio il est arrivé, il a envoyé un mec en Suisse chercher de la thune, enfin passer un contrat avec sa banque en Suisse, parce que bon, il a une petite banque en Suisse, un peu comme tout le monde, et ce même mec revient en France et là se fait livrer par une société les sous qu'il a retirés en Suisse directement en cash à Paris dans des petits sacs en plastique. Voilà, des petits sacs en plastique qui pouvaient contenir 100 000 à 700 000 euros en cash. Voilà, tout ça pour les donner à Sergio le beau gosse. Sergio, donc Serge Dasso, pour rappeler vite fait, c'est un industriel qui fait entre autres les Rafales, voilà, les avions Rafale, grande gloire, grande fierté nationale, qui vont bientôt, Inch'Allah, être vendus à l'État islamique. Non, je rigole. Non, mais presque, hein, au Qatar. Qatar, super boss de l'État islamique, super pote de l'État islamique. Les mecs contre qui on fait que cracher toute la journée, bon, peut-être à juste raison, mais on leur vend quand même des Rafales grâce à Sergio. Donc big up Sergio, double big up Sergio, parce que Sergio c'est aussi le boss du Figaro, et que le Figaro, le 18 novembre, là où on apprend que monsieur fait passer 53 millions de boules en cash en France, le Figaro fait sa une sur, devinez quoi sur sa une sur Maxime, 22 ans, l'itinéraire d'un bourreau français en Syrie. Donc le mec qui allait faire le djihad avec les potes de ceux à qui Dassault va bientôt vendre des Rafales. Voilà, tout va bien. Donc big up à Sergio, big up au Figaro. Mais bon, attention, hein, j'ai rien contre le Figaro en particulier, hein, c'est un super journal. C'était un super journal peut-être il y a 150 ans, hein, quand Jules Vallès écrivait dedans. Et Vallès c'est qui ? C'est le mec de qui on va parler aujourd'hui, avec ce 3e tome de la trilogie, hein. J'ai fait les 2 premiers tomes la semaine dernière, là on va se faire le 3e, L'Insurgé. Vallès, donc un révolutionnaire de la Commune et de 48, donc au 19e siècle, et qui a écrit une magnifique trilogie où il se met en scène sous le nom d'un personnage qu'il invente et qui s'appelle Vintras. Et voilà. Et donc, dans ce 3e tome, Jules Vallès écrit dans le Figaro. Et le Figaro, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, même s'il y a quand même des accointances, hein, ça n'a pas rien à voir. Le Figaro, à l'époque, c'est un journal royaliste. Alors, Vallès, ou Vintras, son personnage, qui est un révolutionnaire, socialiste, socialisant, on va dire, enfin socialiste avec le nom que ça avait à l'époque, hein, pas avec le nom de bouseux de maintenant, écrit dans ce journal royaliste, donc c'est assez surprenant. Et on va voir un peu ce que Vallès nous dit du boss du Figaro à l'époque, qui n'est pas
Dassault, hein, parce que il est vieux, il est très vieux, mais il est pas non plus immortel. Et donc le boss de Figaro à l'époque, c'est Hippolyte de Villemezan. Voilà, donc il a un petit nom de noble, pour un journal royaliste ça le fait. Et on va voir un peu ce que Vallès nous dit de ce noble, pour qui il travaille. Et donc je vais lire un extrait. C'est Hippolyte de Villemezan qui s'adresse à Vallès, qui est donc un de ses rédacteurs. Donc c'est Hippolyte de Villemezan qui parle. Hé, là-bas, le croque-mort, j'ai quelque chose à vous demander. C'est vrai que quand vos parents sont venus à Paris pour s'aiguiller, vous les avez conduits à la morgue et au champ des navets ? Oui. Ah, zut alors. Et moi qui veux des rigolos, vous ne l'êtes pas pour dessous, vous savez ? Non, en vrai, vous n'êtes pas rigolo. Ah, je sais bien ce qu'il faudrait pour vous faire faire une risette à monsieur. Une bonne révolution. Si ça ne dépendait que de moi, mais que dirait mon roi ? Voyons, oui ou non, sans barguigner, fusillera ton papa à l'avènement de Sainte-Guillotine ? C'est Vallès qui parle, qui réfléchit. Ma foi, non. Après tout, il a ouvert un cirque à toute une génération qui se rongeait les poings dans l'ombre, sur le sol où l'Empire avait semé le sel biblique de la malédiction. Il a jeté, lui, le sel gaulois à poignée, de ce sel qui ravive la terre, assainit les blessures et remet la pourpre dans les plaies. Paris lui doit, à ce patapouf, un regain de gaieté et d'ironie. Légitimiste, royaliste, allons donc, il est un blagueur de la grande époque, et avec son journal, tirant à blanc contre les Tuileries, le premier insurgé de l'Empire. Donc c'est assez surprenant le jugement de Vallès pour Hippolyte de Villemezan. Parce que, bon, ils sont pas du tout du même bord politique, mais ce qui est intéressant, c'est que Vallès met au-dessus l'affection qu'il a pour lui, parce qu'il reconnaît en lui un blagueur, quelqu'un qui a fait rire, qui a ironisé sur l'Empire, parce que bon, en tant que royaliste, le Figaro a été extrêmement critique à l'égard de l'Empire pendant tout le Second Empire, pendant toute la période Napoléon III. Et on est encore dans la période Napoléon III, à l'époque où est censé se passer l'extrait que je viens de lire. Donc, ce qu'il y a d'intéressant chez Vallès, c'est qu'il ne va pas créer une séparation stricte entre en fait ceux de droite, on va dire globalement les royalistes, et ceux de gauche, les républicains, et d'extrême gauche, les républicains révolutionnaires comme Vallès. C'est quand même pas la même chose, mais ça on verra plus tard. Et qu'il place au-dessus cette capacité à ironiser et à réveiller en fait de sa verve le peuple français. Et donc ça met la joie, tout ça, et ça pète. Et c'est stylé de fou. Et donc j'envoie le deuxième son. Hey, 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 it was a good day. Hey, 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 hey. Je me lève le matin et puis j'ai le sourire. Arrive à la LPE et je me mets à rire derrière le bureau. La fille fume un joint. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis musicien. Comme je veux lui plaire, je prends un formulaire, lui parle de la pluie du beau temps et de ma future carrière. Puis je lui fais un clin d'œil et lui dis à demain. Elle me dit je te raccompagne, j'ai dit non je prends le train. Et de retour chez moi, c'est la télé que je marche. Je mets les clips et puis je danse comme un automate. Faut que je perce car ma mère veut me renvoyer. Comme je fais pas le loyer, elle veut que j'aille au foyer. 'Cause today, 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 'c
Je dépends de ses finances, comme elle voit pas que j'avance, elle me dit c'est ça la France, elle dit tu pionces trop, tu dépenses trop, j'ai dit quand je fais rien je bosse, elle dit tu bosses trop, alors je pars dans la ville et je longe les pavillons avec papier et crayon en cas d'inspiration, et comme les poètes je cours derrière les papillons, et j'arrive près des blocs à court de respiration, et là les mecs disent wesh mec tu veux de la bœuf, moi je dis quand y'en a pour un, et ben y'en a pour deux, et là il sort une plaque et me met les menottes, me laisse seul en cellule, je crois qu'il me boycotte.
50. Mais ma maman s'en fout comme de l'an 40. Le seul groupe qu'elle adore s'appelle UB40. Et quand elle me voit en bas, elle me dit Mich 40. Elle a pas écouté le CD que mon pote a gravé. Son père connaît Drucker, c'est succès assuré. Je vais faire école des fans, le théâtre de l'Empire. Et si on a de l'audience, c'est bien j'achète un empire. Je me lève le matin et puis j'ai le sourire. Arrive à la NPE et me met à rire. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire, je réponds physicien. Je viens de rêver d'être musicien et ça ne rime à rien. Donc voilà, tout va bien pour l'instant, tout va bien ce matin. À l'écoute de Radio Canu, l'émission littéraire de révolution et de rap, Mountain Was a Thug, vous êtes toujours là, moi aussi, et on est reparti. Donc ce qu'on a dit, c'est que ce qui est assez surprenant chez Vallès, c'est sa capacité à trouver du positif, même chez les gens qui devraient détester le plus au monde, c'est-à-dire les royalistes, entre autres son patron. Et il le trouve sympa parce que c'est un rigolo, parce qu'il est là, il a réveillé la jeunesse grâce à sa verbe satirique, qui n'est plus du tout d'actualité dans le Figaro. Et peut-être que Villemessant, s'il voyait ce qui est devenu son journal, c'est-à-dire un torchon aujourd'hui, il serait pas content. Mais bon, voilà. Donc on va continuer un peu sur cette capacité de Vallès à aimer ses ennemis. Et on va passer à un passage extrêmement surprenant du livre. C'est le passage où il rencontre Adolphe Thiers. Alors Adolphe Thiers, pour le replacer, pour le situer, c'est un républicain, mais pas un républicain du tout comme Vallès, un républicain en redingote, hein. C'est-à-dire un républicain bourgeois qui veut installer une république, mais pas du tout une sociale comme une république sociale comme Vallès, c'est-à-dire une république rouge où on refonde on refonde l'école, on refonde le système du travail et plein d'autres choses. Non, lui, Thiers, il veut recréer une république pour qu'elle puisse s'installer et perdurer. Il n'est pas du tout dans la même optique. Mais pourtant, il est du côté des révolutionnaires, puisque pour l'instant, c'est l'Empire qui est installé. Et donc, afin d'organiser une manifestation, Vallès doit aller consulter les députés républicains de Paris pour savoir s'ils veulent se joindre à la manifestation. Donc il est allé voir Ferry, hein, oui, le célèbre Jules Ferry, celui qui a rendu l'école obligatoire, etc., etc. Et laïque. Et donc il va voir Ferry. Donc dans un premier temps, il rencontre Ferry. Ferry, il est frileux. Il dit oui, je viendrai si mes potes viennent. On le sent pas trop, il s'en fout un peu. Enfin voilà, il est prudent. Et face à Thiers, il va trouver un personnage extrêmement franc et qui va lui dire les paroles suivantes. Donc je vais lire. C'est Vallès qui parle dans un premier temps. Impossible de refuser la pâte au gros réjoui à favoris d'acajou, au large bedon et au large rire qui me siffle dans les oreilles, avant même que j'ai pu desserrer les crocs. Eh les rinteurs, comment va ? Vous pouvez vous vanter de nous avoir bien arrangés dans votre rue. Oui, du joli. Et de me taper sur ce que j'ai de ventre en demandant ce qui nous amène. Enfin, messieurs, que veut le peuple ? Envoie-t-il chercher ma tête ? C'est que j'ai la faiblesse d'y tenir. Vous savez, une vieille habitude. De la bonne humeur à pleines lèvres et à pleine redingote. Ses doigts ne tremblent pas, à celui-là, mais battent sur la table une réminiscence de la mère Gaudichon et sa caboche vire sur son corps de pingouin avec des fébrilités d'oiseaux-mouches. Si j'irai à la manifestation du 26, 2 de vos collègues ont déjà dit oui, ça je m'en fiche. Alors vous ne viendrez point, jamais de la vie. Aller exposer Bibi sans qu'on sache de quoi il retourne, vous n'y pensez pas mon petit. Il rit. Et l'on ne peut s'empêcher de rire avec lui, car il ne biaise pas, au moins. Si Belleville triomphe, j'accours. Mais quant à l'entraîner, jouer les Brutus, non. Mes enfants, je n'en suis pas.
Je ne m'engage à rien, ne promets rien, pas ça. Et il fait claquer son ongle contre ses dents. Vous me paraissez tous de bons garçons et assez convaincus pour aller vous faire casser la margoulette. Ces margoulettes, je les salue, mais j'efface la mienne. Voilà ce que dit Thiers. Donc, il dit en premier temps qu'il ne veut pas se joindre à la manifestation républicaine parce qu'il a peur. Alors, on ne sait pas trop de quoi il a peur. Est-ce qu'il a peur des militaires de l'Empire qui pourraient sévir, qui pourraient réprimer la manifestation, ou est-ce qu'il a peur de républicains plus extrêmes de lui et qui voient en lui en fait un traître, un peu comme Vallès. Donc ce passage est extrêmement surprenant parce que malgré tout ce qu'il y a de négatif chez Thiers, il pense qu'à sa gueule, il est gros, c'est un bourgeois, il veut pas se joindre à la manifestation, et en plus, ça Vallès le sait quand il écrit le livre, puisqu'il écrit le livre à posteriori. En plus, Thiers sera celui qui réprimera dans le sang la commune, avec des milliers de morts, hein. Ça on le verra plus tard. Thiers est considéré pendant longtemps comme celui qui a massacré la commune, comme l'assassin du peuple en fait. Et Vallès, qui sait tout ce que va faire Thiers, nous dit pourtant que c'est un personnage sympathique, gras, franc au moins, pas comme Ferry qui hésite, qui est là, qui n'ose pas dire, qui ne va pas venir, même s'il va pas venir. Lui, Thiers, d'emblée leur dit non, moi j'ai pas envie de risquer ma peau, je tiens à ma peau, j'ai un réflexe de bourgeois. Il l'assume même dans la suite du passage, je suis un bourgeois, j'ai des réflexes de bourgeois, vous êtes des crèves-la-faim, c'est normal que vous alliez mourir. Moi, j'ai pris goût à la vie, j'ai mangé, je sais comment c'est un gros kiff de bouffer, et j'ai pas envie d'aller me faire tuer dans les manifestations. Donc voilà, on a encore une sorte de, j'ai pas envie de dire de complaisance, mais on a une tolérance de Vallès envers ceux qui sont différents de lui. Bon, c'est ça, dit comme ça fait un peu hippie, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que Vallès ne considère pas que les idéaux politiques définissent finalement un homme. Il met autre chose au-dessus. Bon, pour le passage sur Thiers, il y a aussi beaucoup d'ironie de la part de Vallès qui met en scène ce personnage très pédant, très sûr de lui de Thiers. Mais pour ce qui est de Villemessant, donc le boss du Figaro dont on a parlé juste avant, on a l'impression que Vallès se dit que finalement les opinions politiques, ce n'est pas ça qui définit un individu, que finalement les opinions politiques ne sont qu'une partie de l'individu, et que là où on voit vraiment à qui on a affaire, c'est dans le comportement de chacun face à la vie. Donc ces deux personnages de Thiers et de Villemessant ont un comportement très désabusé, très détaché de leur action, qui est pourtant une action au cœur de l'histoire, au cœur de la Révolution, de la fin du Second Empire, et qui sont là extrêmement détachés vis-à-vis de leur position, de leur rôle face à l'histoire. Et j'ai l'impression que c'est un peu à ça que Vallès reconnaît ses semblables, parce que Vallès, il a beau être au cœur des événements, au cœur de l'histoire, extrêmement engagé, il n'a pas peur de risquer sa vie dans la Révolution. Il a néanmoins une position très désabusée vis-à-vis de la vie. Il est souvent en train d'ironiser, de faire de l'humour, de faire un humour très drôle vis-à-vis de la vie, mais il en est détaché. Il se dit que finalement la position politique, c'est qu'une facette de nous-mêmes, ça peut pas nous définir entièrement, et donc, à ce compte-là, je peux pas renier quelqu'un pour sa position politique. Voilà, c'est ça qu'il nous dit Vallès. Et là, j'envoie le second son. Quoi la vie finalement nous a tous embarqués. J'en place une pour les bouts de choux fraîchement débarqués. À croire que jusqu'à présent en hiver on vivait, vu que c'est le printemps à chaque fois que leur sourire apparaît. Je vois le mien en extase, premier jouet téléguidé, déguisé en cosmonaute, souhait presque réalisé. Instant sacralisé, trésor de mon cœur jamais épuisé, pour mon âme apaisante alisée.
Revoir le rayon de lumière transpercer les nuages après la pluie. La chaleur étouffante a séché la tuile. Revoir encore une fois le croissant lunaire embraser la nuit. Brasser mes anges quand le soleil se noie. Faire du sommeil une terre vierge. Converser dehors sous les cierges. Revoir son sourire au lever quand j'émerge. Sur au-delà des turpitudes, des dures habitudes de l'hiver. Peut-être même enveloppe de môme abrite un cœur de Gulliver. Revoir le trésor naturel de l'univers. 12 ballerines, l'hirondelle font son nid dans mes songes. Sublime galerie à ciel ouvert. Les genoux me rendent pas couverts. Nous à l'air libre mais les pierres horribles cachent souvent des gemmes superbes sous le couvercle. Revoir la terre s'ouvrir, dévoiler la mer solitaire dans la chambre. Sous la lumière que les volets lancèrent impatients de l'attendre. Ce printemps en décembre en laissant ces mots dans les cendres de ces années amères. Comme quoi la vie finalement nous a tous embarqués. J'en place une pour les bouts de choux fraîchement débarqués. À croire que jusqu'à présent en hiver on vivait. Vu que c'est le printemps à chaque fois que leur sourire apparaît. Je vois le mien en extase, premier jouet téléguidé. Déguisé en cosmonaute, souhait presque réalisé. Instant sacralisé, trésor de mon cœur jamais épuisé. Pour mon âme apaisante à liser. La patience est un arbre dont la racine est amère et le fruit d'eau. J'aimerais revoir mes premiers pas, mes premiers rendez-vous. Quand je pensais que la vie pouvait rien nous offrir, à part des sous, maintenant je sais que ça se résume pas, ça c'est un tout. Le tout est de savoir, voir, penser avant s'efforcer. On sait que le temps dans ce monde, c'est pas notre allié. J'aimerais revoir l'instant unique, a fait de moi un père, un homme, un mari. On m'aurait dit ça avant, j'aurais pas tenu le pari. Normal, dans mon cœur, y avait la tempête, les pressions et l'orage. Et pas beaucoup de monde qui pouvait supporter cette rage. J'aimerais revoir ces pages où on apprenait la vie sans dérapage et le partage de l'évolution. À qui je rends hommage loin des typhons. J'aimerais revoir le premier sourire de mon fils dans mon cœur. Depuis ce jour-là, je me sens fier, ce beau gosse, c'est ma grandeur. Un printemps éternel, une source intarissable pleine de couleurs. C'est le jardin d'Éden qui me protège du douleur. Revoir l'époque où y avait que des pelés sur le goudron s'arrachant. Autant de printemps répondant à l'appel d'un air innocent, moins pressé d'aller à l'école pour les cours, pour les potes s'y trouvant. Revoir les parties de billes sous le préau se faisant avec acharnement, tendre moment, jalousement gardé comme tous. Avènement d'une jeune pousse que l'on couvre d'amour pour que rien ne salisse. Mille fleurs jaillissent dès que son sourire m'éclabousse. Ça m'électrise, cette racine va devenir chaîne massive, sève de métis, annonçant le renouveau, le retour de mes printemps à travers les siens et construire les siens pour qu'un jour il puisse le revivre à son tour comme volant à mon secours. Ces graines fleurissent dans ma tête quand la grisaille persiste, mur d'images refoulant mes tempêtes. Voir un printemps superbe à nouveau fleurir. Comme quoi la vie finalement nous a tous embarqués. J'en place une pour les bouts de choux fraîchement débarqués. À croire que jusqu'à présent en hiver on vivait. Vu que c'est le printemps à chaque fois que leur sourire apparaît. Je vois le mien en extase, premier jouet téléguidé. Déguisé en cosmonaute, souhait presque réalisé. Instant sacralisé, trésor de mon cœur jamais épuisé. Pour mon âme apaisante à liser. Et voilà, pour l'instant on a été cool, on a été peace, on a montré que Vallès il savait aussi prendre en compte l'autre, même s'il n'était pas de son avis politiquement. Voilà, on a dit c'était un mec finalement assez cool, hein. Et là, on rentre dans le vif du sujet les amis, la commune. Voilà, la commune, le dernier tiers du livre, toute la vie de Vallès, non je rigole, mais une grosse partie, le gros événement historique de sa vie, hein. Vallès est encore considéré un peu comme un historien de la commune avec son livre de l'insurgé. Et donc on va mettre les mains dans le sang là un peu, on va envoyer la commune. Donc déjà j'aimerais commencer par vous parler de la commune avec ce qu'en dit François Furet, un historien contemporain, et il dit un truc qui est cool, donc je vais vous le lire. Aucun événement de notre histoire moderne, et peut-être de notre histoire tout court, n'a été l'objet d'un pareil surinvestissement d'intérêt par rapport à sa brièveté. Évidemment, il parle de la commune. Il ne dure que quelques mois, de mars à mai 71, et ne pèse pas lourd sur les événements qui vont suivre, puisqu'il se solde par la défaite et la répression. Si pourtant il n'a pas cessé depuis d'exister si fortement dans la mémoire nationale et dans l'historiographie, c'est d'abord qu'il est le dernier affrontement armé de la guerre civile française. La dernière scène de la Révolution, où Paris brûle avec les Tuileries et l'Hôtel de Ville, les monuments de tant de journées depuis 1789. La Commune efface février et juin 1848, la semaine qui a suivi le 2 décembre 51 et le 4 septembre 70, en substituant au grand jour de nos annales révolutionnaires l'insurrection la plus spectaculaire de la capitale.
qui est aussi la fête funèbre du Paris des Misérables. Misérables, il parle du livre de Victor Hugo. Donc l'incendie témoigne à sa manière de la violence extrême des passions investies dans les deux camps. Mais c'est comme toujours le sang versé de part et d'autre qui est le plus long à oublier. La Commune a été une guerre civile meurtrière dont la répression après coup a été particulièrement sanglante. Quelle excuse à cette férocité, sinon une grande cause d'un côté, un danger immense de l'autre ? Ainsi les communards et les Versaillais ont-ils rejoué une dernière fois en France les rôles de la régénération révolutionnaire et contre-révolutionnaire de la société. Des deux côtés, l'événement s'en est trouvé magnifié, surinvesti, par l'admiration qu'il a inspirée dans la pensée socialiste et la peur qu'il a engendrée dans la tradition bourgeoise. Donc ce que nous dit François Furet, c'est que la Commune, en gros, c'est la dernière guerre civile française et que ça c'est devenu un symbole pour toute l'extrême gauche, pour toute la gauche même, pour toute la gauche française, la Commune a été érigée en monument. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Commune. Donc je vais essayer de faire un petit récapitulatif historique pour qu'on voit de quoi il s'agit, qu'on va être sérieux un peu. Alors la Commune, bon, pour expliquer, ça va commencer... non. On doit prendre comme point de départ pour comprendre la Commune, voilà, je vais le dire comme ça c'est mieux, juillet 70, parce qu'en juillet 70, Napoléon III rentre en guerre contre la Prusse. Alors c'est un gros bouffon ce Napoléon III, il s'est fait provoquer par une lettre devenue un peu célèbre, écrite par Bismarck, qui lui dit en gros les Français vous êtes des cacas, vous êtes pourris, vous savez pas vous battre. On va vous apprendre la vie. Et alors là, Napoléon, trop vénère, en plus il sait plus trop ce qu'il fait il est perdu dans son règne, là il s'ennuie. Il lance une guerre. Donc guerre contre la Prusse. 4 septembre, c'est-à-dire la guerre a été déclarée en juillet, déjà le 4 septembre, l'Empire est renversé à la suite d'une journée d'émeutes. Donc l'Empire a perdu la guerre et il y a eu des émeutes à Paris, Napoléon III se barre. Et c'est la République qui va être proclamée et qui va prendre la suite de la guerre. Et là, ça va poser des gros problèmes. Mais déjà, on va voir ce que nous dit Vallès de cette guerre contre la Prusse. Donc, chapitre 16 de l'Insurgé. Vallès écrit 15 juillet, donc on est en plein juillet de 1870. Gare aux bourrions rouges. Ils en ont besoin, ils la veulent. Donc là, en fait, il parle de l'Empire qui veut la guerre. La misère les déborde, le socialisme les envahit. Sur les bords de la Sprée, aussi bien que sur les rives de la Seine, le peuple souffre. Mais cette fois, sa souffrance a des avocats en blouse. Et il n'est que temps de faire une saignée, pour que la sève de la force nouvelle s'échappe par l'entaille, pour que l'exubérance des foules se perde au bruit du canon, comme le fluide qui tue va mourir dans la terre au bruit de la foudre. On sera vainqueur ou vaincu, mais le courant populaire aura été déchiqueté par les baïonnettes en ligne, brisé par le zigzag des succès et des défaites. Ainsi pensent les pasteurs de la bourgeoisie française ou allemande, qui voient de haut et de loin, qui voient de haut et de loin. D'ailleurs, les pantalons Garance et les culottes courtes de Compiègne ne doutent pas de la marche triomphale des régiments français à travers l'Allemagne conquise. À Berlin, à Berlin. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Vallès ? Lui déjà, il a une position assez différente de ce que pense la majorité, de ce que pensent les Parisiens, ce que pense le peuple de Paris. Le peuple de Paris se sent insulté, il est très patriote, le peuple de Paris. D'ailleurs, la notion de peuple et de patriotisme est très liée encore dans ces années-là, parce que le peuple est patriote à l'opposé des royalistes, qui sont royalistes et pour le roi. Le patriote, c'est la patrie en tant que terre du peuple, terre de nos pères et terre du peuple, alors que le royaliste pense que la France est la terre du roi. Bon, donc voilà, le peuple donc est patriote et le patriotisme est de gauche. Et là, Vallès, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est pas du tout pour cette guerre contre la Prusse. Cette guerre contre la Prusse,
c'est en fait une manigance de la bourgeoisie allemande et française pour tuer en fait la révolution sociale. Là, il nous dit: gare au bouillon rouge, ils en ont besoin, ils la veulent, la misère les déborde, le socialisme les envahit. Et face à cette colère que Vallès ressent, cette colère socialiste, et qui pense que la majorité du peuple parisien ressent, il dit les gouvernements français et allemands vont faire la guerre. Ça va permettre d'évacuer en fait toute la violence. C'est tout con, hein, c'est un argumentaire qui a été longtemps et qui est souvent repris dès qu'il y a une guerre. En 14 c'était pareil, en 39 c'était pareil. La guerre, c'est la guerre bourgeoise, c'est la guerre pour détourner la colère du peuple contre la bourgeoisie, pour la détourner contre notre peuple en fait. On détourne la haine du peuple envers la bourgeoisie vers la haine du peuple français envers l'Allemagne. Et c'est en ça que Vallès a une certaine prise de recul et peut-être une réflexion supplémentaire, hein, pour peu qu'elle soit vraie ou pas, c'est pas la question, vis-à-vis du peuple français. Bon, Vallès c'est quand même un intellectuel et le peuple ne peut pas être considéré d'intellectuel. Donc le peuple subit les affects, se sent insulté par l'Allemagne et veut se battre, alors que Vallès, lui, il nous dit attention, c'est une supercherie. Donc voilà ce qui se passe en 70. Après la défaite de l'Empire, donc je continue un peu la saga historique, après la défaite de l'Empire, c'est la République qui continue la guerre, mais le 28 janvier 71, c'est-à-dire de septembre à janvier, la République continue la guerre, mais le 28 janvier 71, Jules Favre, donc un républicain, signe l'armistice avec les Allemands. Donc là, il y a un peu un côté humiliation, l'armistice est signé en plein Paris, etc. Les Allemands ont défilé dans Paris, bien pour nous mettre bien la honte, enfin nous, Français, voilà. Et cet armistice signé par les Républicains, le peuple de Paris le vit très mal, parce que le peuple de Paris, il n'a pas considéré qu'il a perdu, il a considéré qu'il peut encore se battre, il est surboosté par son patriotisme, et il ne veut pas de l'armistice. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir les élections du 8 février, donc 28 janvier, armistice, élection du 8 février, élection législative, pour voir qui vont être les députés qui vont siéger à l'Assemblée. Et cette élection, elle prend une forme assez particulière, disaient les historiens aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle se transforme un peu en référendum qui poserait la question suivante: êtes-vous pour ou contre la poursuite de la guerre contre la Prusse, malgré l'armistice? Et je dis qu'elle va se transformer en référendum parce que ceux qui veulent que la guerre continue vont voter républicain. Alors que ceux qui veulent, croyant que les républicains vont continuer la guerre, ce qui n'est pas évident. En fait, les républicains restent assez vagues sur leur projet de continuer la guerre. Alors que les royalistes, eux, ont pour programme principal l'arrêt de la guerre. Donc, c'est simple, si je veux que la guerre s'arrête, je vote royaliste, si je veux qu'elle continue, je vote républicain. En fait, c'est comme ça que ça va se passer dans la tête des Français à l'époque. Et en fait, comme dans les provinces, on est en grande majorité pour la paix, ça va être les royalistes qui vont remporter les élections, et très largement, avec 430 en fait sièges attribués à des royalistes, des députés royalistes, alors que 200 vont être attribués à des députés républicains. Et ça va poser un gros problème, notamment aux Parisiens qui ne veulent toujours pas se rendre. Et il y a une espèce de ferveur populaire et sociale qui fait que on ne veut pas arrêter la guerre, quel que soit le résultat des élections. Donc, du côté de l'Assemblée, on ressent cette colère parisienne. Et le 10 mars 1871, on décide de déplacer l'Assemblée de Paris vers Versailles. Et c'est pour ça qu'après on va dire que la guerre s'est déroulée entre les Parisiens et les Versaillais, c'est-à-dire les Versaillais, les députés qui vont siéger à Versailles, et ceux qui sont d'accord avec eux. Du coup seront les Versaillais, et les Parisiens seront ceux qui sont pour la Commune, contre l'arrêt de la guerre, et après ça va dépasser le seul cadre de la question de la guerre, ça va se poser la question d'une nouvelle république en gros. Donc c'est pour ça qu'on parle de guerre de Versailles contre les Parisiens. Et le 10 mars, donc cette assemblée
se déplace à Versailles. Et là, c'est le signe d'une rupture. Hein. Clairement, si le peuple parisien se dit nos députés ne veulent plus être à Paris, c'est qu'il y a un problème. On n'est vraiment pas d'accord et c'est là que les embrouilles commencent. Plus exactement, on peut dire que les embrouilles commencent le 17 mars. Avec cette histoire assez drôle en fait de canons installés à Montmartre. Enfin, c'est drôle. L'armée a laissé des canons qui étaient censés lutter contre la Prusse à Montmartre et veut les récupérer parce que la guerre est finie, donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des canons à Montmartre. Ça se comprend. Mais le peuple, lui, il se dit si on nous retire les canons, ça veut dire qu'on s'est vraiment rendu, que voilà. Et ça va pas du tout. Donc le peuple empêche l'armée de récupérer les canons de Montmartre. Et par la suite exécute 2 généraux. Ça, c'est la déclaration de guerre officielle, en gros, contre entre Versailles et Paris. Parce que le lendemain, Versailles riposte en arrêtant Blanqui. Blanqui, c'est un révolutionnaire extrêmement populaire, extrêmement aidé du peuple, qui est un gros ouf en fait, qui veut se battre avec tout le monde un peu à la Vallès. Hein. D'ailleurs, Vallès parle pas mal de Blanqui dans le 3e tome, dans l'insurgé, pardon. Et l'arrestation de Blanqui, c'est véritablement la déclaration de guerre contre les Parisiens. Et c'est là qu'on va voir ce qui va se passer après cette petite pause musicale. Plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi
Donc voilà, la rage, et la rage, elle va durer pendant 3 mois de cette commune, jusqu'à mai. Et là, ça va exploser en mai, en fait. Le 21 mai, c'est le début de ce qu'on appelle la semaine sanglante, donc du 21 au 28 mai. Gros bordel, parce que les Versaillais, c'est-à-dire l'armée, en fait, l'armée française, déboule dans Paris. Et là, gros massacre, surtout du côté des insurgés, des communards. On compte, aujourd'hui, on dit, les historiens sérieux d'aujourd'hui disent 7500 communes, un peu moins, entre 800 et 1000 du côté, plutôt 800 d'ailleurs, du côté versaillais. Donc on peut parler de massacre de la commune, massacre du peuple. Et il faut savoir qu'aujourd'hui on a ce chiffre de 7500, mais à l'époque les communards disent on est 20 000 ou 30 000 à s'être fait tuer dans la rue. Donc faut voir ce que ça véhicule un peu dans l'imaginaire populaire, 20 000 ou 30 000 morts, déjà que 7500 c'est un truc de fou. Aujourd'hui si on a 7500 cadavres entassés pendant une semaine dans Paris, c'est la fin du monde. Mais bon voilà, à l'époque 7500 et ils pensaient être 20 à 30 000. Bon, ok. Donc voilà, c'est un peu pour ça que c'est un peu parce qu'il y avait cette rage populaire et toute cette volonté en fait de lutter contre la bourgeoisie de la part de la commune, puisqu'il y a eu de nombreuses réformes qui ont été prises par la commune, qui seront prises bien plus tard ou pas du tout par la République, des avancées sociales considérables sur le plan de l'école, sur le plan de la sphère du travail. Et ce que nous a dit François Furet, donc l'historien que j'avais cité avant, c'est que pendant longtemps, ça va marquer de la gauche que l'imaginaire bourgeois, parce que la bourgeoisie va peut-être pas forcément rien qu'à partir de ce moment, mais du fait de cet événement historique, la bourgeoisie va se méfier de plus en plus de la minorité révolutionnaire qui peut tirer les ficelles à Paris, qui peut agir à Paris. Parce que, comme l'a dit un penseur très célèbre de nos jours, j'ai nommé Éric Zemmour, donc là c'est une grosse blague, voilà, non mais Éric Zemmour, aujourd'hui, l'a très bien dit, ce sont les minorités qui font l'histoire. Alors on va écouter un peu ce que nous dit Éric Zemmour avant de le clasher sa mère. Allez. L'histoire est faite par les minorités. Pour prendre le palais d'hiver en 17, ils étaient pas la majorité du peuple russe. Pour lancer la révolution en 89, non plus. Donc, si vous voulez, l'histoire est faite par les minorités. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, justement, j'explique ça dans l'introduction, c'est que les minorités ont pris en otage l'État et qu'il y a une... Donc voilà, selon Zemzem, le beau gosse de Zemzem, les minorités d'aujourd'hui ont pris en otage l'État. Bon, ça on y reviendra sur la prise en otage de l'État, bon, ok. Mais déjà sur cette phrase qu'il adore répéter, ce sont les minorités qui font l'histoire. Qu'est-ce que tu veux nous dire là, copain ? Alors déjà, on va remettre en contexte un peu cet extrait, cet enregistrement d'Éric Zemmour. Il discute chez Ruquier. Et il parle en fait du lobby gay. Le lobby gay, ce serait une de ces minorités qui pourrait prendre en otage l'État. Bon, déjà le lobby, ouais. Et qui pourrait en fait prendre ce qu'il essaye de nous dire, Zemmour, parce qu'il est malin, avec ces petites phrases-là, il nous pomme totalement. C'est que en fait, en prenant en otage l'État, ces minorités agissantes, le lobby gay, prennent en otage le peuple et veulent imposer à leurs petites envies de minorité. Alors voilà, déjà on va tout reprendre du début. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les minorités qui font l'histoire. Qu'est-ce que ça sous-entend comme pensée ? Alors je sais pas, on prend sa phrase, on n'est pas des personnes de mauvaise foi, on sait pas que c'est un salaud, voilà. on se dit, ok, ce mec dit ça, ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au début, on pourrait même être d'accord avec lui, si on regarde ces exemples.
la révolution russe de 17. Il dit pour prendre le palais de 17, c'était une minorité. Pour prendre le palais d'hiver en 17, c'était une minorité. Ok, si tu veux, c'est vrai, c'était pas la majorité des Russes qui étaient dans la rue pour prendre le palais d'hiver, parce que la majorité des Russes, elle se trouvait dans les campagnes. D'accord, ok. Ça, ok. Pareil en 89, c'était pas la majorité du peuple français qui était dans la rue, la majorité était aussi dans les campagnes pour faire la révolution de 1789. Ok. Il aurait très bien pu choisir d'autres exemples, ça marchait aussi. Par exemple, on peut dire que pendant 1000 ans, en France, donc la France a été gouvernée par un roi, ok. Et que donc on peut dire, avec cette expression qui veut strictement rien dire, que c'est le roi qui a fait l'histoire, ça veut dire que c'est le roi qui a pris les décisions importantes géopolitiquement, même au niveau de la politique intérieure, qui a décidé de la France, donc qui a fait l'histoire, avec des gros guillemets. Donc si le roi c'est bien une minorité, donc on peut aussi dire que c'est une minorité qui a fait l'histoire. Bon. Zemmour, il prend pas cet exemple du roi. On sait pas trop pourquoi. Lui, il préfère dire que la minorité, c'est le peuple dans la rue en 17 ou en 89. Enfin, en 1789. Donc très bien. Sauf que la notion de minorité, là, telle qu'il l'emploie, ou même en général, mais telle qu'il l'emploie, ça veut rien dire du tout. Parce que la preuve, c'est que la minorité, ça peut aussi bien être le peuple de Paris en 89, c'est-à-dire des milliers de personnes, que Louis XIV. Comme notion numéraire, ça pose beaucoup de questions. Surtout que minorité, c'est surtout ça n'a de sens que comparé à un étalon. On est une minorité au sein d'une majorité à définir. Le peuple français comme majorité à définir, c'est extrêmement vague. Pourquoi ce serait une majorité, le peuple français ? Est-ce que le peuple français, dans sa majorité, veut la même chose ? On est toujours une minorité comparée à un autre groupe. Et ça, Zemmour, déjà, quand il nous dit les minorités, en général, il compare la minorité à rien du tout. Donc, je suis désolé, ça veut rien dire. C'est comme si je disais, quelle est la différence entre un hamburger ? Donc voilà, sans comparatif, la notion de minorité, ça veut rien dire, mon pote. Donc déjà, ce premier point. Après, il y a un deuxième point, c'est que parler en termes de minorité et de majorité, ça pose le problème, ça pose plein d'autres problèmes. Par exemple, est-ce que tous les gens qu'on met dans le même sac, dans un sac qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, mais qu'on classe dans un groupe social ou autre, veulent la même chose ? Déjà, pour première question, est-ce que le lobby gay, si tu veux prendre cet exemple, Zemzem, tout le temps la même chose ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs minorités actives au sein de ce groupe social, ce groupe que tu appelles minorité ? Bon, voilà, déjà tout ce genre de questions. Mais bon, en fait, ce qu'il nous dit pas Zemzem, c'est que, en fait, c'est pas de dire que la minorité fait l'histoire. C'est pas faux. Mais la minorité ne fait pas l'histoire en dépit d'une majorité que Zemmour fantasme. La minorité, elle fait l'histoire en dépit de ce que voudrait une autre minorité. Donc l'histoire, si tu veux dire comment se fait l'histoire, ce qui est extrêmement critiquable, le mec, comment est faite l'histoire. Merci mec. Tu pourrais dire la minorité fait l'histoire au détriment d'une autre minorité. Voilà. Parce que en fait la majorité c'est un étalon vide. Ça, la majorité c'est un concept qui n'a pas vraiment de sens. Mais pourquoi il nous dit ça, Zemmour ? Il est pas bête quand même, Il sait que voilà, il est à une heure de grande audience, à la TV, et que ses paroles elles sont entendues par des milliards de gens, même sur Radio Canu, la meilleure des radios du monde. On est là en train d'en parler, et ce qu'il en sous-entend en fait quand il dit ça, c'est le terme sens commun d'aujourd'hui. La minorité, quand on parle des minorités aujourd'hui, on entend trois choses globalement. La minorité ethnique, la minorité religieuse et la minorité sexuelle. Donc déjà, la minorité économique, les pauvres, ils s'en foutent. Ok, on note. La minorité ethnique en France, donc sous-entendu dans la bouche de Zemmour, les Noirs et les Arabes. Religieuse,
les musulmans, les juifs, il en parle pas tout le temps. Bon, si tu veux, tu peux mettre les juifs, hein, minorités religieuses, et minorités sexuelles, les homosexuels, et surtout le lobby gay. Voilà, qui fait très peur à Monsieur Zemmour. Et donc quand il nous dit que les minorités font l'histoire, ce qu'il nous dit que les minorités vont agir en dépit de ce que voudraient la plupart des Français. Les musulmans, c'est une minorité active, c'est ça qu'ils pensent, et qui pèse, parce que ce sont les minorités qui font l'histoire, ça a été prouvé par l'histoire. Hein, ce sont les minorités qui font l'histoire, donc dès que les musulmans veulent quelque chose, puisqu'ils sont une minorité, ils vont faire l'histoire, ils vont prendre le pouvoir. Voilà, en gros c'est ça que sous-entend toute cette petite phrase, ce sont les minorités qui font l'histoire. Donc après on pourrait régler son problème aussi à cette vision déterministe de l'histoire. Donc s'il dit ce sont les minorités qui font l'histoire, ça veut dire qu'il pense que l'histoire se reproduit selon tout le temps le même schéma. Hein. Si comme ça, si en 17 ça s'est passé comme ça, c'est parce que il y a une règle de l'histoire qui a été écrite, c'est parce que l'histoire se déroule tout le temps de la même façon, sauf que ça c'est un peu bête, c'est aussi toute la pensée marxiste, hein, là il faut pas se voiler la face, amis marxistes. Donc l'histoire est faite de lutte des classes et avance vers la société communiste. Pour Zemmour, je sais pas trop vers quoi elle avance, mais apparemment, vu qu'il sait de quoi va être faite l'histoire, il a aussi une vision. Donc Zemmour, t'es un peu marxiste. Hein. Mais bon, la vision marxiste, c'est aussi très contestée, la vision de l'histoire de Marx, hein, parce que ça pose vraiment de gros problèmes scientifiquement parlant, enfin, en considérant l'histoire comme une science sociale, d'avoir une vision téléologique de l'histoire. D'ailleurs, c'est le philosophe qui a le plus critiqué ça, c'est Karl Popper. Donc voilà, et qui lui, il est contre cette vision téléologique de l'histoire, cette vision déterministe. Et son livre Misère de l'historicisme, il le dédicace d'ailleurs à la mémoire des innombrables hommes, femmes et enfants de toutes les convictions de nation ou race qui furent victimes de la foi communiste ou fasciste en des lois inexorables du destin de l'histoire. Voilà, c'est l'idée d'un destin de l'histoire. Donc Zemmour, le marxiste, déjà, lui, je sais pas vers quoi ça va son histoire, mais j'ai pas trop envie de savoir. Au moins Marx, ça va vers un truc cool, hein. La société communiste, c'est cool. Mais bon, il a une vision déterministe de la vision d'un destin de l'histoire, ça pose de gros problèmes. Donc voilà, l'émission Mountain Was a Thug touche à sa fin. Je vous ai parlé de Vallès, je vous ai pas parlé que de Vallès. Voilà, j'espère que ça a été un kiff. Et retenez bien surtout cette phrase mythique de l'émission. Voilà, le mec qui se la pète un peu. La phrase « ce sont les minorités qui font l'histoire » ne veut strictement rien dire. Hein. C'est comme si on disait quelle est la différence entre un hamburger. Voilà. Et ça sort d'un petit bon son de rap que je kiffe et que je vous envoie tout de suite. Non, mais parce qu'aujourd'hui, le public, si tu l'écoutes, tu vas pas loin. Hein. Tu ferais même plutôt marche arrière. Non, c'est vrai, il est pas clair, il veut une chose et son contraire, tu sais, il veut un album qui déchire, mais que personne connaît, un album pas connu, mais qui déchire, un truc introuvable, mais que lui, il a trouvé. Ils font tout pour te faire connaître, et une fois que t'es connu, ils t'aiment plus. Bon, en même temps, hein, les artistes, c'est pas mieux, hein, tous là à courir après leurs petits albums, leurs promos, leurs distribs, hein, à tous gratter tout ce qu'ils peuvent sur le mouvement, alors qu'ils le ralentissent lentement, jusqu'au jour où il y aura plus rien, fini le mouvement. Parce que eux, franchement, personnellement, qu'est-ce qu'ils apportent au mouvement, en disant que le rap, c'était mieux avant. Avant quoi déjà, hein? Si tu dis pas ça, c'est comme si t'avais rien dit, alors te fatigue pas, dis-le pas, hein? C'est comme si je disais quelle est la différence entre un hamburger. Tu vois bien qu'il y a un problème. En plus de dire, je sais pas, le rap, pourquoi pas, assume-toi, dis mon rap, ma vision, ma définition. Et le mec en face, il pourrait te dire, bah putain, moi c'est tout le contraire. Et il y aurait 2 fois plus de rap de qualité sur terre. Au lieu de ça, on fait tous notre petit chocolat, en oubliant qu'il y aura toujours un gars pour préférer la vanille dégueulasse du mec d'en face. On en est là, dans le rap, aujourd'hui, on est trop peu en amont, mais beaucoup en aval. Et je tiens à dire que je trouve pas ça normal, non. Je trouve pas ça normal, en espérant que ce morceau reste dans les annales. Ça joue les gosses beaux, les boss beaux,
bof, je suis pas ce type austère, un peu star, au style imposteur en costard, efface de faux sur poster. Y'a déjà trop de fantomas, plein de photos Mike. Appelle-moi Ghostbuster, mets du Wapalek à fond et tu verras les Ghostbusters. Est-ce que l'avenir te fera rire quand il aura fait fuir hier à la vitesse d'une Ferrari? L'enfer arrive et j'ai vu faire erreur bien des frères avides. Ici t'es comme dans un désert aride, dur d'y passer des heures à rire. On a dû grandir entre chourave et rêve, et dans tout ce charivari, c'est rare quand j'arrive à rire. Rigole, tu peux finir entre alcool et Red Bull. À l'arrêt de bus, un taré de plus, tu t'arrêtes plus. L'ivresse t'aguiche en un regard et de plus. Mais les cigarettes tuent, pourtant les barrettes fusent. Et les gens bourrés de fusils, ok j'arrête tout. Ah tout, les enceintes crachent et on arrache tout. On arrache tout. Mais le public s'en fout, et toi? Tu veux du parasite, même parasé, qui paraît zen, mais qui part en zob, j'ai pas raison. Un mec un peu rusé qui peut résumer paraison et poésie. Quand par exemple, dès que par un sample, il pourrit ça par un sort et paraissant en comparaison avec ces parisiens hyper usés. Il pourrait s'appeler Wapalek, apparaissant comme par hasard à l'horizon. Le regard aiguisé parmi les ombres, le regard aiguisé parmi les ombres. C'est pour la famille, les amis, les meufs et les mecs. Flow phénoménal, Wapalek, fais-nous moins mal, me disent les autres M6 en 6 ans. Disons que j'aiguise mes phases en les faisant fuser. Qu'à présent, en traversant l'averse et l'adversité, ces vers se firent sévères et si virulents. Savourez-les si vous les recevez. Mon art paraît sans vie, car ceux qui paraissent en vivent. Et j'ai préparé ces vers pour leurs gencives. Ça, les gens savent, on passe à l'offensive. L'album arrive, bref, on verra si les gens suivent. Je sais d'où je viens, où je vais et où j'en suis. Wapalek, 2012, les uns rock, les autres rap. Moi je fais du Wapalek. Merci à tous ceux qui nous suivent. Le premier album arrive. Et merci aussi à tous ceux qui suivent Mountain Was a Thug sur Radio Canu. Avant de vous quitter, j'aimerais faire un dernier appel à Hollywood. Hollywood, si tu m'entends, et je suis sûr que tu m'entends, Hollywood, note bien que la Commune de Paris, ça peut faire un film de fou. On a les super-héros, tu peux faire un Marvel avec, tu vois, tu prends Valès, tu prends Blanqui, tu les mets contre tiers, genre je sais pas, tu donnes des super pouvoirs. Valès, il peut cracher du feu de ses yeux, Blanqui et tout, il te fait des pets laser, et là tu fais un truc de fou. Hein, les capitalistes de Hollywood, la Commune, c'est un super bon sujet. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez, comme ça vous pourrez faire la guerre des étoiles de la Commune. Et vous nous ferez rire parce que ça, les capitalistes, vous savez bien le faire, et ça, c'est toujours bien, hein, c'est cool. Allez, à la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Po po po. Hommage à la